Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and G. Bonjour le King, comment vas-tu en ce lundi 13 septembre très exactement? Salut Guillaume, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui? Moi je suis dévasté. Je suis dévasté depuis hier, très précisément aux alentours de 3 heures du matin, parce qu'Evander Holyfield est tombé face à Vitor Belfort, et je suis toujours choqué, regarde, mes mains tremblent toujours. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ce combat-là? Toi, qu'en as-tu pensé? Est-ce que quelque part là, le côté entertainment du business va peut-être trop loin? Bon, je sais pas, il y a personne qui va pouvoir mettre la limite et dire quand ça va loin ou pas. Je pense que individuellement, chacun se met sa limite. Moi, je n'ai pas trouvé un grand intérêt à regarder le combat. Euh, et apparemment, le résultat était celui que la plupart des personnes avaient estimé. J'ai beaucoup de respect pour Evander Holyfield, qui a, le gars a quasiment 60 piges, il a 58 ans, mais il est en forme, enfin, sa shape et tout, je suis envieux, quoi. Il a un corps terrible et tout. Je sais même pas si c'est normal. Est-ce que je sais pas si c'est, c'est organique, je veux dire. Mais, écoute, si tu es un ancien et que tu es en forme, et que tu t'aimais bien et que tu t'entretiens, mais que tu ne fais pas la compétition, alors il n'y a pas un problème. Si tu renais à la compétition avec des produits qui t'aident, là, il y a un problème. Je ne veux pas, je ne porte aucune accusation puisque je ne sais pas ce qui se passe en réalité. Mais toujours est-il que Victor Belfort, non, non, euh, c'est ça, Victor Belfort, on l'a vu Mhm. quand il y a eu l'arrivée du Zada, on l'a vu et on sait c'est qui Victor Belfort quand il n'est pas chargé. Et on sait que Victor Belfort, avoir une forme comme ça à 46 piges, bon, il y a peut-être quelque chose. Mais en tout cas, euh, même sportivement parlant, si on enlève l'éthique, la déontologie, tout ça, juste sportivement parlant, ça me fait mal de voir Evander Holyfield. Enfin, ça a été un dieu de la boxe. Nous voir incapable de déployer son point complètement, je sais pas. Bon, en tout cas, ça ne m'a pas captivé. Il y a plein d'autres spectacles qui n'ont pas de, qui seront des freak shows ou qui seront des youtubeurs que je vais regarder. Quand je vois les, quand je vois Jack Paul, je me dis, bon, le gars, ça va, il est jeune, il a la pêche. Sportivement, tu peux le modifier, tu peux faire que ça avance, tu peux voir un progrès, tu peux voir la combativité, tu peux voir, voilà, il a la pêche, il est jeune. Euh, Quand je vois les anciens, j'ai plus de mal avec les anciens qui font ce jeu-là. Je galère à comprendre un peu le principe des anciens, de voir Tito Ortiz qui essaie de mettre des coups comme un débutant qui ne réussit pas et qui va se manger un crochet d'Anderson Silva. Bon, ça me fait chier. Après, encore une fois de plus, la réalité économique est là. C'est que finalement, ils se prennent des sous qu'ils n'auraient pas pris en combattant parce que la cote a baissé drastiquement et les sous qui se faisaient à l'UFC ne peuvent plus se les faire, donc ils essaient de trouver un moyen. Bon, je comprends. Mais encore une fois de plus, ça m'a pas captivé. Je n'ai pas regardé. J'ai vu les résultats après. J'ai été, voilà quoi, j'ai été intéressé par les résultats plus tard, mais j'ai pas regardé. Donc, j'imagine que ça veut dire que c'était ça ma limite. Et concernant justement Anderson Silva, donc qui s'est imposé contre Tito Ortiz, lui, il y a pas mal de gens, à la différence de Vitor Belfort et Vander Holyfield, qui trouvent qu'il se passe quelque chose avec Anderson Silva, et même certains qui disent qu'il aurait peut-être dû commencer en boxe anglaise plus tôt. Oui, je pense que ça a toujours été un bon boxeur. Anderson, il est en mode Matrix. Et quand tu étais en mode Matrix à l'UFC, quand tu sors de l'UFC et que tu tombes sur des anciens, ils ont beau avoir été boxeurs,
le style de combat d'Anderson Silva a toujours été sur la vista, le coup d'œil. Il s'est toujours entraîné sur la boxe, même si les gens pensent que c'est un débutant en boxe, mais sa manière de boxer a toujours été d'être une seconde en avance, de pouvoir battre l'autre de vitesse, de pouvoir donc, si tu veux, il restait pas mal. Il lui restait pas mal et je comprends. Et je comprends que les gens puissent avoir un intérêt dessus. Les gens se mettent à bouquer même, c'est-à-dire qu'on le voit tout de suite avec Jake Paul ou son frère ou je sais pas. Mais en tout cas, je pense que oui, je pourrais regarder Anderson Silva contre Jake Paul. Ça pourrait m'aider, ça pourrait me plaire parce que Anderson Silva, il y a quelque chose où bon, le gars ancien, il n'a pas encore 50 ans et en plus, il tient encore bien la route. Les gestes techniques sont encore propres. Le véritable souci, c'est quand on voit Evander Holyfield qui est complètement battu. C'est-à-dire que même sur l'open workout, quand il essaie de faire les pattes d'ours et que tu vois ce qu'il fait, tu te dis, bon, pour pour l'héritage, ce n'est plus beau à voir. Et bon, Anderson Silva, ça va, il y a encore quelques petits trucs à faire qui vont, en fonction des match-ups qu'il va faire, ça pourrait aider, ça pourra faire plaisir aux gens ou pas. Et vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. Là, on va y répondre au fur et à mesure. Ça se passe dans l'espace commentaire. Et là, justement, par rapport à ça, à ces combattants de MMA qui vont vers la boxe, on avait une question de Nsini Mbelem Bokanzi qui posait que pense Fernand Lopez du niveau général des combattants UFC en boxe anglaise. Malgré le fait que l'anglaise dans le MMA est différente de l'anglaise classique, est-ce qu'il n'y a pas non plus des lacunes et donc un axe général de progression chez les pratiquants de ce sport? Je pense que pendant très longtemps, il y a la boxe du MMA qui a été sous-estimée parce qu'il y a une boxe très académique avec la boxe pure sur les règles de Marquis de Queensberry. Il y a quelque chose d'assez spécifique qui n'est pas ce qu'on voit en MMA. En MMA, les puristes de la boxe vont trouver qu'on marche un peu qu'on piétine la boxe classique. Et puis, ceux qui s'y approchent un peu se rendent compte de l'efficacité que ça peut avoir. En tout cas, moi, je le vois avec les athlètes factoriens que j'amène au pôle INSEP à la boxe. Je vois bien qu'il y a quelque chose de très efficace et si on ne dénature pas la boxe, euh, du MMA, quand on le pose brutalement à la boxe de l'anglaise, attention, il y a match. Il y a vraiment match dans le sens où les déplacements qui sont très conventionnels de la boxe anglaise, quand tu les rends non conventionnels et que tu bouges n'importe comment, non simplement le classique de la boxe qui est les déplacements antéro-postérieurs, plus les déplacements latéraux, quand tu rajoutes des combinaisons de déplacements à Z, des jeux où tu n'as même pas ta garde, en général, ça complique la vie à la boxe anglaise. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, quand j'ai arrivé avec ces gars-là sur le pole box, j'avais ce complexe-là de me dire, bon, il faut que je leur demande, notamment quand il a fait son premier combat de boxe anglaise à Singapour? Singapour, c'était bien ça? Ouais, c'était Singapour. Ouais. Okay. C'est ça. À Singapour, dans un premier temps, mon collègue John Dovi on est parti sur une approche de dire on va lui apprendre les rudiments de la boxe, on va monter la garde, on va ramener les coups de corps, on va fermer le jeu et on va pas prendre des coups n'importe comment et puis on va mettre le casque sur la tête. Et très rapidement, on s'est rendu compte que comme il n'avait pas pris l'habitude avec le casque très jeune, il avait la vision périphérique très réduite. On s'est rendu rapidement compte que quand il avait les mains montées, il ne pouvait pas correctement se défendre. Il prenait beaucoup plus de coups statistiquement. Et on s'est rendu compte que ses bras tout en bas lui laissaient un champ visuel énorme et avec aussi un contrebalancier comme un funambule qui écarte ses mains pour pouvoir tenir sur une corde. On avait Taylor qui baissait ses bras et qui se déplaçait un peu plus et donc du coup touchait plus avec une liberté qui
compliquer la vie pour ses partenaires. Et ensuite, on a adapté la même chose pour tous les autres gars qu'on avait qui venaient de l'anglaise et qui allaient sur le pôle et ça se passe plutôt bien. Parce qu'il y a une opposition de... Quand c'est conventionnel, tu ne peux pas aller battre le mec dans son domaine de son conventionnel. Parce que les patterns commencent à bouger. Je fais un, deux, je fais un pivot à gauche, je sais ça, je fais ça. Et donc, du coup, sur les sorties, quand tu penses que tu es sorti, tu vas être contré parce que le gars anticipe avec son but informationnel, il lit ce que tu vas faire dans le futur. Alors que quand tu arrives avec des patterns qui sont pas ce conventionnel et que tu te mets à faire des déplacements dans le sens où on ne s'entendait pas, c'est très compliqué pour la personne de lire et le temps de comprendre le jeu, tu as déjà gagné la manche et tu as déjà gagné le combat. Donc, euh, il y a eu un choix très radical pour les gars. Ils font le MMA de voir dans quelle mesure, puisqu'ils ont de la feinte qui est différente. Quand tu peux, rien que le Superman Punch, si tu le fais en boxe anglaise, ça n'a aucun sens dans le sport de pied-point. Et donc, du coup, parce qu'il faut que tu feintes un low kick pour que derrière, tu puisses mettre le bras arrière. Mais si tu ne peux pas feinter le low kick, ton bras arrière, il n'a pas beaucoup de sens. Et donc, quand tu peux rajouter des feintes de la lutte, des feintes de machin, du coup, tu déformes ta boxe. Tu n'as plus besoin d'être très académique avec un jab pour pouvoir passer le bras arrière. Parce que tu peux passer simplement d'une feinte de lutte, le mec a baissé les bras et puis tu vas passer ton overhand. Donc, il y a toutes ces complications qui changent la donne et qui rendent la boxe du MMA un peu plus directe parce qu'elle élimine tout ce qui est désuet comme préparation. Mais elle reste néanmoins très efficace. Pour quelqu'un qui est assez entraîné et et qui gère bien la boxe, il pourrait boxer décemment. C'est-à-dire que, notamment chez les poids lourds, c'est qu'un mec comme Stipe Miocic, si tu l'amènes aux Jeux Olympiques, la boxe va pas être ridicule. D'autant plus qu'il a déjà été Golden Glove. Si tu amènes un mec comme Cyril Gane, qui n'a jamais fait de la boxe anglaise de toute sa vie, il va pas être ridicule aux Jeux Olympiques. Il y a même moyen qu'il se place sur le podium à un moment donné. Parce qu'il va compliquer la vie aux gens et que le temps qu'on comprenne ce qui se passe, il aura peut-être gagné une avance. Et ces gars-là qui ont ce mouvement de Matrix, là, ce mouvement ce jeu de déplacement, là, cette lecture de jeu, elle est d'autant plus dangereuse en MMA et moins dangereuse en boxe. C'est-à-dire que le risque qu'Anderson Silva prend en faisant le fanfaron en boxe, en MMA, est très dangereux. On a vu qu'il a perdu un combat extrêmement brutal parce qu'il n'était pas... voilà quoi. Parce que le transfert de poids que faisait Weidman, c'était ça? Ouais, c'était Chris Weidman, ouais. Voilà, il se prend un méchant compte parce qu'il a les bras baissés et qu'il joue, il fait le titre. Le même truc, tu peux le faire en anglaise un peu plus parce que, bon, la frappe, elle n'est pas... la dimension des gants n'est pas aussi... c'est pas aussi radical, aussi violent en boxe. Et donc, du coup, on le voit qu'il est beaucoup plus à l'aise sur l'anglais, sur les esquives, d'autant plus que, bon, on lui donne un ancien qui est moribond. Et donc, il peut s'amuser avec. Et toi, là, justement, dans tes athlètes, il y a Taylor Lapillus, Damien Lapillus, Cyril Gane, donc, qui a fait des sparring avec Mourad Aliev, récent participant aux Jeux Olympiques 2020 avec la délégation française. Est-ce que toi, t'aurais cette envie, peut-être, de voir l'un de ces trois, ou peut-être l'un de tes élèves, aller pleinement en boxe anglaise, ou pour l'instant, toi, ça reste vraiment des parenthèses? Ils l'ont déjà fait. La plupart des gars à la salle ont déjà fait des matchs de boxe anglaise. Christian Tonton Pumbu a un long record en boxe anglaise. Euh, Taylor Lapillus a boxé en anglaise en pro. Euh, comment dire? Damien Lapillus a boxé en anglaise en pro. Oui, je pense qu'il y a Cyril qui n'a pas boxé, mais la plupart des gars ont déjà une petite carrière parce qu'on a une très bonne relation avec le pôle INSEP en boxe. La plupart de ces boxeurs, on les croise à la salle. Certains sont même je me rappelle très tôt, il y a encore quelques années,
Tavares, qui était encore pour le lycée pas en boxe et tout. C'était un ami des quartiers à Aulnay de Taylor, de Damien, d'Arnold Kero, et donc il traînait toujours à la salle. On a toujours eu des gars qui étaient de la boxe anglaise qui traînaient à la salle et qui élevaient le niveau. On a eu Donald chez les poids lourds qui venait souvent mettre les gars à la salle. On a eu beaucoup de bons niveaux qui passaient à la salle, comme Mourad Aliyev, comme Soeb, dont on a au MMA Factory cette culture. Enfin, faut comprendre que quand j'ai ouvert la salle MMA Factory, ça s'appelait encore CrossFight à l'époque, le premier entraîneur de boxe anglaise pendant 2 ans était l'entraîneur, le manager des entraîneurs de l'équipe de France, John Dovey. Ok. Donc, si tu veux, très rapidement, on a été injecté, enfin, plein pot du style boxe anglaise à la salle purement. Donc voilà. Ok, ok, bien. On va avancer là maintenant avec le gros sujet du jour, donc c'est le Caucase en MMA, et vous le savez, là vous avez la chance d'avoir un expert, et deux, quand même, quelqu'un qui fait un travail de hype machine comme personne en France, et j'ai presque envie de dire sur le continent, parce que là on est le 13. D'ici quelques heures, il y a Nasruddinov qui sera main event au Contender Series. Fernand vous en parle depuis un certain temps, il est invaincu en carrière, ancien champion d'une énorme organisation. Alors est-ce que, tu peux nous parler un petit peu de lui et à quoi peut-on s'attendre pour on va dire, ce passage avant, normalement si tout se passe bien, avant l'UFC, et puis ensuite on verra un petit peu tes relations avec les combattants du Caucase, et on a l'impression qu'il y en a de plus en plus qui arrivent au MMA Factory. Euh, ouais, mardi, Nasruddinov va affronter Jolton, un jeune Brésilien qui est d'ailleurs managé par un ami, Thiago. Attention, le match est compliqué, c'est pas si simple que ça. Le Brésilien est solide, il est ultra agressif, il a terminé tous ses combats au premier round, il est violent, voilà. Et puis, Nassoudine a quand même 9 combats, 9 victoires. C'est pas anodin. Euh, il vient d'essayer, il gère bien. Normalement, ça devrait bien se passer, mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une tâche facile. Franchement, c'est pas un combat facile. S'il passe à l'UFC, s'il gagne et qu'il a son contrat, il l'aura vraiment mérité. Ça va être compliqué, mais voilà, c'est un match très équilibré. Euh, comment dire, je suis meurtri de ne pas être avec lui. J'aurais bien voulu être là-bas avec lui. Malheureusement, j'ai pas mal enchaîné ces derniers temps et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui vont démarrer le camp là. La semaine prochaine, on passe à une vitesse supérieure avec son homonyme Nassourdine Imavov. Entre-temps, il y a sur place à la salle Gadzi qui va faire le contender le 26 octobre prochain, toujours face à un Brésilien, Jan Silva. Lui aussi, c'est un combat assez chaud avec un mec qui a 7-1, je crois, qui est sur 6 victoires consécutives et bon, qui va certainement euh, je pense que Gadzi va gagner. Euh, comment dire? Oui, je constate de plus en plus qu'il y a une bonne impression qu'on a du côté du Caucase, du côté de la Russie et du Caucase. Les journalistes russes me C'est grâce sollicitent à beaucoup Nassourdine ou aussi, hmm. aussi. Il refuse de l'entendre. Je lui ai dit ça l'autre jour parce on a reçu récemment à la salle l'un des, euh, l'un des responsables de salles de sport en Russie et dans le Caucase, qui a une quarantaine de salles de sport et Mhm. qui est venu jusqu'à Paris pour faire une alliance avec l'OMMA Factory pour pouvoir envoyer un peu
plus de gars vers nous et pouvoir discuter avec nous comment nous aussi on pourrait aller là-bas. Il souhaitait que j'y aille le plus tôt possible pour des stages, bref, une collaboration longue et pérenne. Et donc, du coup, à la fin de la discussion, Nassourdine me dit, ah, c'est bien, c'est un truc de fou, parce que le monsieur il disait, tu ne sais pas combien de fois les gens t'aiment au Daghestan, combien de gens t'attendent au Daghestan. Et je lui dis, ça c'est grâce à Nassour. Et Nassour dit, mais non, c'est pas grâce à moi, avant il te connaissait déjà et tout. Donc Nassourdine, il veut faire le modeste. Les frères Imavov veulent faire les modestes, mais ils ont beaucoup contribué à la célérité du MMA Factory en Russie et dans le Caucase. Ça c'est une certitude. Donc, encore une fois, merci messieurs. Euh, je, je, je pense que il y a une association de beaucoup de choses. Dans un premier temps, j'ai souvent eu des procès qui traînaient en Russie alors que je ne combattais pas. C'est quelque chose d'assez marrant, c'est que euh, les, les blacks sont exotiques en Russie. Bah, et et c'est super marrant parce que, si tu veux, euh, s'ils font une erreur en mettant mon nom ou le nom de quelqu'un ou la photo d'un black sur un poster pour le vendre pour les événements en Russie et que ça change puisqu'il y a beaucoup de Dagestanais, de Tchétchènes, de Russes qui s'entraînent sur place, qui sont très, très, très bons. Mhm. Avoir un poster où il y a quelque chose de différent, ça peut être intéressant pour finalement, parce que c'est un peu plus attrayant. J'aime mettre les mots sur les noms et dire les choses, appeler un chat, quoi. Je pense que ça, c'est l'une des choses aussi qui fascine. Du coup, les histoires de la France, du MMA Factory fascinent beaucoup les personnes. Ceux qui y sont souvent allés. Moi, j'ai combattu à Omeska il y a une dizaine d'années. Il y a beaucoup de la filière française qui sont passés par là-bas. Des gars comme Xavier Papokam, Grégory Baben ont beaucoup combattu là-bas. Des gars comme Samuel Jude. Il y a vraiment une bonne partie des gars, notamment, comment il s'appelle, Malik Merad aussi, il a combattu là-bas. Il y a beaucoup de Français qui sont passés par la filière russe. Et ça a élevé le niveau d'intérêt des Russes du Caucase pour nous. Et bon, finalement, il y a quand même une très forte communauté ici qui fait aussi qu'ils suivent ce qui se passe. Il faut comprendre que le numéro un aujourd'hui en France, sur Matrix français, c'est Dagaev, Mehdi Dagaev à 70 kilos. Le numéro un est de très loin. C'est-à-dire que je pense qu'il est à la 77e place quand le deuxième est à la 125e place, je ne sais plus. Le numéro un français à 77 kilos, c'est Lazy King Abdouragimov, de loin. Le numéro un en France à 84 kilos, c'est Nassourdine Imavov, de loin. Donc, si tu veux, mine de rien, il y a une très forte communauté du Caucase qui s'est installée sur la France et qui gère très bien, qui sont assez bons dans ce domaine-là. On a l'honneur d'en avoir quelques-uns. On a au MMA Factory Abdul, on a Nassourdine Imavov, on a Daguerre Imavov. Donc voilà, on a une belle brochette avec un très bon niveau qui sont sur le territoire. Et qui font qu'il y a un gros intérêt pour eux. Mais en tout cas, je pense que c'est là, sur les statistiques des réseaux sociaux, quand on voit statistiquement vers où on a le plus d'engagement, ça vient de la Russie en général. Depuis très longtemps, ça déjà, c'est depuis très longtemps. Et ensuite, on sait que aujourd'hui, moi, je suis extrêmement sollicité par les médias russes. Je pense que c'est avec eux que je fais le plus d'interviews. Mais bon, comme c'est traduit en russe, on ne les voit pas ici sur le territoire français, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'interviews, mais de longues interviews avec des médias russes. Et donc voilà, je pense que c'est... alors, le MMA,
fonctionne en mode vague. Donc, il y a eu un moment donné les Brésiliens qui étaient les boss du MMA pendant longtemps. Ensuite, il y a le transfert du MMA vers les États-Unis parce que du coup, l'UFC est né aux États-Unis et puis les lutteurs deviennent les boss du MMA. Non, je dis n'importe quoi. Les lutteurs se font soumettre par Royce Gracie pendant très longtemps et ils désinfectaient la zone. Le temps qu'il y ait un transfert de connaissances et que le monde devienne un grand village et qu'il y ait Internet, qu'on puisse checker les informations. Et donc, du coup, toutes les techniques possibles qui étaient les techniques magiques que faisaient les Brésiliens, rapidement, les Américains savaient le faire. Et surtout, il y avait une grosse hémorragie des cerveaux du Brésil vers les États-Unis pour une meilleure vie. Donc, du coup, ils allaient là-bas enseigner le jiu-jitsu brésilien pour pas grand-chose. Et très rapidement, on a eu des très bons Américains qui devenaient très forts en jiu-jitsu brésilien. Et donc, ça a nivelé le niveau. Excusez-moi pour la tautologie. Et donc, du coup, on avait plus ce truc de delta de dire ils sont très forts en judo, en jiu-jitsu brésilien et on va pas pouvoir les mettre au même niveau. À partir de ce moment, il y a eu un gros équilibre. Ensuite, les strikers, à un moment donné, ont repris la main avec la précision, avec le timing, comme des gars comme Conor McGregor. Ensuite, les lutteurs sont revenus et ont repris la main avec Khabib et je pense que ça va souvent changer comme ça, des secteurs en fonction de la discipline. Ce qui est bien avec le Caucase, c'est qu'ils sont à la fois très relâchés physiquement pour devenir de très bons boxeurs et très puissants physiquement pour devenir de très bons lutteurs. Du coup, je pense que très sincèrement, c'est quand on fait une comparaison et qu'on voit la densité de la population au Caucase et on voit le nombre de personnes sur l'élite du MMA, c'est que si on parle à l'UFC et qu'on se met à citer le nombre de gars bons comme Islam Makhachev, comme Ankalaev, comme c'est vraiment, il y en a pas mal. Attention, il y a un fléau auquel il faut faire attention, qui est leur point fort et souvent leur point faible psychologiquement. C'est pour ça aussi que je sais comment travailler avec. Petit à petit, j'ai appris à comprendre comment il fonctionne. Le point fort qui est la fierté, le fait d'être des mâles dominants systématiquement et de ne pas perdre une seule minute de un round de combat, quel que soit le type de combat, peut se retourner contre eux et les rendre vulnérables. Parce que cette volonté de ne pas perdre et cette volonté de ne pas demander de l'aide fait que des fois, il y en a qui luttent pour ne pas laisser surgir les émotions et les émotions n'existent pas. C'est de la faiblesse, c'est péché, c'est pas bon les émotions. Mais du coup, comme on les renfuit, des fois on renfuit avec des fois des éléments qui auraient pu aider pour la stabilisation de la performance sportive. C'est-à-dire que, mine de rien, les émotions ont un gros impact sur la performance sportive et le fait de ne pas vouloir perdre nous met dans une situation de fragilité parce qu'on est déterminé à certains Caucasiens combattent pour ne pas perdre au lieu de combattre pour gagner. C'est-à-dire que la fluence, comment dire, la pression sociale fait qu'on ne perd pas quand on est en Caucasien. On est solide, on est fier, on ne perd pas. Et ce détail-là fait que les enjeux deviennent décuplés. Non seulement tu as tes enjeux de la vie qui sont que si tu gagnes, bah, tu continues à monter les rangs sociaux et donc du coup, tu peux avoir un pouvoir d'achat, tu peux pérenniser ton emploi. Donc, ce sont des enjeux quand même assez colossaux, y compris la fierté de pouvoir faire quelque chose de ta vie. Mais au-delà de ça, tu te rajoutes la pression sociale, la pression familiale, où en gros, où tu gagnes, où tu es une merde.
Et donc, il faut faire attention à ça et savoir comment canaliser ça et comment les aider à vivre avec cette réalité sociale et culturelle. Et là, on a ce véritable takeover, en tout cas on a l'impression d'avoir ce takeover en France, comme tu l'as dit également à l'UFC. Est-ce que pour toi c'est quelque chose là qui est dans le temps, l'année 2021, l'année 2020 ça va être pour eux, ou est-ce que tu vois que ça peut potentiellement durer? Ça peut durer, encore une fois de plus, ça peut durer, mais combien de temps, je sais pas, ça peut durer, mais ça finit un jour. En tout cas, ça bascule un jour. On a connu le Brésil qui avait 8 ceintures à l'UFC, et puis on a connu le Brésil qui n'avait plus une ceinture à l'UFC. S'il n'y avait pas Amanda Nunes, il n'y avait plus de Brésilien avec une ceinture à l'UFC. Donc, il y a ces vagues-là où il y a quelqu'un qui est un champion et il se passe un certain temps pour qu'on comprenne comment le battre. Et quand on a fini par comprendre comment le battre, bon, on adapte ça. Enfin, il y a encore quelques temps, la Polonaise, Joanna Jędrzejczyk, on ne savait pas par quel bout tenir. Enfin, quand on te disait que tu vas affronter Joanna Jędrzejczyk, championne, tu ne savais pas, tu commençais par quoi? Parce que elle était imbattable. Elle avait affronté, euh, euh, comment elle s'appelle, la championne olympique non, la vice-championne olympique de lutte. Euh, mm, 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 Parce qu'il y a eu donc il y a les victoires contre Carla Esparza, c'est ça. voilà. Elle avait affronté Carla Esparza pour le titre mondial des Destroyed. strawweight. Et ça a été une catastrophe pour Swaza. Elle a mis une pression continue et elle a battu complètement avec des sprawls en coups de coude, quoi. Enfin, elle sprawlait en mettant des coups de coude et elle battait Esparza complètement. Et donc, il s'est passé un moment où on disait, personne ne peut la battre. Il n'y a pas de solution, on ne peut pas la battre, c'est pas possible. Et puis finalement, un jour, c'est arrivé, on s'est mis à la battre continuellement parce que Rose Namajunas avait créé la cuirasse et avait compris comment la battre parce que voilà. Donc je pense que on a connu John Jones qui était intouchable, invincible, et puis on a connu des matchs où on s'est dit oh, il n'est pas passé loin là, Gustafsson a failli lui faire tu vois, enfin, on a commencé à voir des choses qui se passaient qui étaient pas loin de voilà. Et donc tôt ou tard, on finit par trouver la solution pour battre la personne. Et là, aujourd'hui, alors, ce qui est bien avec le Daghestan, comme je t'ai dit, c'est que il n'y a pas une approche où tu vas dire, bon, les Brésiliens étaient bons au sol. Non. Ils deviennent de plus en plus complets d'ailleurs, et on a des Charles Oliveira qui arrivent qui sont archi complets. Bah, c'est la même chose avec le Daghestan. C'est que les gars en général, Islam Makachev, il tourne avec toi et si c'est compliqué en lutte, tu vas prendre un high kick. Si c'est compliqué, un high kick, il va changer de niveau. Nassoudine, il tourne avec toi. Il va te sortir une anglaise de fou. Tu vas te dire, bon, je vais lutter, ça, je vais me mettre confortable. Et quand tu vas changer de niveau, tu vas voir qu'il lutte beaucoup. Et maintenant, il est beaucoup plus intelligent et il sait utiliser sa lutte à bon escient, ne pas gaspiller les cartouches sur la lutte. Donc, du coup, ça change tout. En Karaev, tu vas tourner avec, c'est pas, il n'y a pas un véritable domaine où tu vas battre en Karaev, quoi. Faut pas penser que tu vas lui marcher dessus. Donc, ça prend un peu plus de temps de trouver la solution pour ces problèmes-là. Mais tôt ou tard, ça va arriver qu'il y aura une vague qui va changer, qui va redominer. Et là, l'Europe de l'Est à la main, peut-être l'Europe de l'Ouest va revenir à un moment donné, et puis ça va partir du côté des États-Unis. Je ne sais pas comment l'histoire va s'écrire, mais en tout cas, ce n'est pas éternel ce genre de mouvement. Et quand tu vois Khabib Nurmagomedov hier et aujourd'hui Islam Makhachev, pour toi, quelle serait la clé pour réussir à les battre ou en tout cas à contrer au mieux leur style, si t'étais un coach adverse? Euh, ils ont deux profils différents. Si je devais coacher Conor contre Habib, je lui aurais dit de rester intouchable comme il a fait avec José Aldo. Cette idée d'aller défendre la menée au sol de Khabib n'était pas une très bonne idée. En gros, là, pour le coup, c'est Conor qui a eu un problème d'ego dans le sens où il s'est dit, euh, je peux, si je peux contrer la lutte de
de Khabib, alors je suis un bon lutteur. Je vais prouver que je sais lutter. Mais c'était une grosse erreur parce que tu prouves que tu sais lutter. Derrière ça, tu laisses toutes tes plumes et tu n'as plus rien pour faire ce que tu sais faire. Ce que Connor sait faire, c'est manager et de se gérer l'interdistance qui le sépare de son adversaire. S'il avait maintenu cette interdistance, il aurait annulé la lutte. Il n'y aurait pas eu la lutte. Aller lutter avec Khabib, quand tu viens d'apprendre la lutte durant les 2 dernières années et que le mec a fait la lutte avec les ours quand il avait 6 ans, laisse tomber, ça n'a pas marché, tu vois. Donc, du coup, après, tu es dépouillé et tu te fais battre. Maintenant, Islam, c'est différent. Islam, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est assez complet et je pense que ce qui pourrait marcher avec Islam, c'est quelqu'un aussi qui soit complet, mais qui a une condition physique de machine de guerre. En gros, ce qu'il faudrait, quand on voit ce que Thiago Moses a fait avec Islam Makhachev, tu te dis, OK, si tu mets à Thiago Moses le cardio et la condition physique de malade, quand il est capable de faire tomber Islam Makhachev et de prendre son dos, vu le niveau et les titres qu'il a, on peut s'imaginer qu'il va mettre une certaine pression pour finaliser et gagner. La méthode de battre Islam Makhachev n'est pas du tout la même chose comment battre Khabib à son époque. Euh, je pense que quand tu es un mec archi complet et qui est technicien, ce qui te reste à faire, c'est de faire le technicien, mais ultra puissant physiquement. Il faut un mec qui ait un cardio à toute épreuve, une condition physique à toute épreuve pour marcher sur un chef et lui apporter un niveau de technicité qu'il n'a pas encore vu, mais avec une grosse pression et dans la durée. Et ce gars-là Euh, existe pour toi? Ce gars-là existe chez les lightweight actuellement? À mon avis, Michael Chandler, bien entraîné, pourrait compliquer la vie à Islam Makhachev, mais il devrait quand même faire attention au sol. C'est-à-dire que Hmm. techniquement, il est bien en boxe, il est bien en anglaise, mais je pense pas que son sol puisse matcher avec Islam pendant longtemps. Il faudrait quelqu'un d'un peu plus, il faudrait il élève son niveau au sol et qu'il continue à mettre la puissance qu'il met, la pression qu'il met, qu'il la mette en continu de façon à ce que ça annule les kicks de Makhachev et qu'il puisse apporter une certaine anglaise pour élever le niveau. Il faut quelqu'un qui va mettre de la pression. Il faut pas un brawler. Il faut un swimmer, pas un slogger. Il faut un mélange de slogger-swimmer pour pouvoir aller chercher ça. Et aujourd'hui, toi, de toute cette, on va dire, de tous ces Dagestanais, de tous ces combattants du Caucase, lequel t'impressionne le plus? Même si on a tellement que ce soit au Bellator ou même à l'UFC. Euh, Sincèrement, j'aurais du mal à celui qui nous a tous impressionnés. Et pourtant, techniquement, c'était pas très impressionnant. Mais juste que dans la constance et la stabilisation de son game plan, c'était magnifique. Ça reste Khabib. Mais si on enlève Khabib, je ne sais pas qui. Non, je pense qu'ils sont. J'ai l'impression qu'ils sont tous bons. Vraiment, sincèrement, au, au- du fond du corps, je pense ils sont bons les uns après les autres. Celui qui a déjà vu Nassourdine tourner se dit c'est quoi la limite? Celui qui a déjà vu Abdourahimov tourner se dit c'est quoi la limite? À quel moment on s'arrête? Tu te dis il est très bon en grappling, c'est un bon grappleur. Abdul, et puis il te sort un high kick venu de nulle part. Il te complique la vie. Et du coup, tu te mets à réfléchir différemment, tu vois. Je pense moi, il m'impressionne. Il m'impressionne en général. Et puis même, encore une fois de plus, le parcours d'Ankaraev est archi impressionnant. Islam, je pense qu'il est encore jeune et il va élever son niveau parce que ce qu'il m'a montré récemment contre Moses m'a un peu réduit la hype sur lui alors que je m'étais dit que c'est un train, il va pas s'arrêter. Mais encore une fois de plus, on ne peut pas juger un mec sur un combat. Euh,
je n'ai pas un qui sort complètement du lot en ce moment. J'ai j'ai un groupe de personnes assez efficaces, assez complet et ouais, voilà, je n'ai pas un nom qui me sort du lot là tout de suite. J'ai vraiment un ensemble d'athlètes d'une région où tu te dis, bon, il y a quand même quelque chose de particulier. Tu vois. Enfin, les Caucasiens, il y a quelque chose de particulier dans la manière dont oui, donc ils s'entraînent et Et, puis et en termes d'enseignement et de ce que eux savent, toi qui justement as un certain background en lutte, est-ce qu'il y a il y a certaines choses en fait que t'as pris directement d'eux qui arrivent soit chez toi en termes de coach ou en termes d'élèves? c'est plus une attitude exemplaire sur certains domaines. Attention, ils ne sont pas parfaits, il y a des domaines où ça ne va pas. Mais en termes de persévérance, en termes d'assiduité à l'entraînement, en termes de détermination, ce sont des points communs. C'est enfin, euh, les Tchétchènes, les Dagestanais euh, ont en général les mêmes points. Je vais même y ajouter quelques-uns qui ne sont pas du Caucase, mais qui sont russophones. Les Moldaves, par exemple, euh, sont des acharnés du boulot. J'ai eu à la salle Yuri Bejenari, qui a fait champion du monde amateur de MMA. J'ai eu un côté là-bas. Ce sont des mecs assez acharnés du boulot. C'est que ils ont un point commun, le seul point commun qu'ils ont avec le Caucase, c'est qu'ils sont russophones, mais ils sont plutôt de l'Europe de l'Ouest. Mais ils ont ce truc-là en commun, très acharné du boulot, très assidu au boulot et puis et puis peu distrait par ce qui se passe autour. Je pense que c'est des choses qui sont assez intéressantes à apprendre, à copier, qui peuvent nous aider. J'ai des bonnes relations avec des entraîneurs russes et j'observe ce qui se fait. J'ai beaucoup des techniques et des méthodes que j'aime pas la philosophie sportive elle-même. La, 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 la philosophie sportive est, est très rude. Mais la technique en elle-même, il y a des techniques qui sont des mélanges tu sens qu'il y a des choses venues du sambo, des choses qui ont été mélangées avec du JJB. La manière dont ils font le grappling est assez spécifique. C'est plutôt efficace. Donc, ce sont des choses qui sont assez intéressantes. Moi, je les observe et j'apprends de mes élèves sur des techniques très, très spécifiques. C'est que je vais avoir un souci. Imaginons, je suis en train de faire un sparring, je suis en train d'entraîner un de mes gars à faire un sparring, mais j'utilise l'un des Caucasiens comme sparring. Je veux résoudre un problème pour mon élève qui, lui, est européen. Et très rapidement, euh, je me casse la tête et j'essaie de trouver la solution à lui donner cette technique pour qu'il la capte. Et, et le jeune Caucasien va dire, est-ce que tu penses, je peux montrer, je peux? Et je lui dis, vas-y, fais-moi voir. Et il va proposer une technique et tu dis, wow, c'est pas quelque chose de conventionnel, mais c'est quelque chose d'efficace qu'il a appris quelque part, qui lui permet de résoudre ce problème. Et donc, du coup, ça te fait quelque chose de plus dans ton répertoire technique et dans ton couteau suisse. Les Caucasiens viennent au MMA Factory, et est-ce que les Factoriens pourraient peut-être aller dans des, on va dire, des gyms partenaires, et ou s'entraîner par exemple dans les montagnes du Daghestan? Est-ce que pour toi justement, quand il y avait Habib qui faisait ses entraînements pendant 2-3 mois dans les montagnes, on était plus dans quelque chose qui était de la communication, plutôt quelque chose de réel, et où toi tu te dis là, c'est quelque chose qui est intéressant justement de faire ces stages-là, ou au contraire il y a des choses différentes qui peuvent être applicables directement en Île-de-France? On va le faire, c'est déjà programmé. On a un départ qui est prévu bientôt pour Moscou, d'abord, de façon à ce qu'on
puisqu'on y va en groupe, il y a un groupe de factoriens qui va aller à Moscou un gym partenaire. Et, euh, et l'idée, c'est d'échanger, de voir ce que ça donne. Je ne suis pas persuadé que... je pense que ça plus du côté de la cohésion d'équipe. Je pense qu'aller dans un environnement qui est nouveau pour toi pour la première fois est difficile. Je pense que tu en tires bénéfice en tant qu'un athlète la deuxième, la troisième, la quatrième fois parce que tu commences à t'adapter. Je pense que le temps d'adaptation dans les montagnes du Caucase, ça peut être compliqué et perturbateur pour la performance sportive. Mais pour la cohésion d'équipe, ça peut être bien d'aller découvrir, ça peut être bien de découvrir de nouvelles méthodes, ça peut être bien de prendre de nouvelles techniques pour les ramener sur l'île de France et pouvoir travailler dessus. Euh, voilà un peu comment je vois les choses. Mais en tout cas, je t'ai dit en préambule qu'on avait eu un responsable d'une quarantaine de salles au Caucase et en Russie qui nous invite fortement en mode je peux pas tout, je m'occupe de tout, on fait ça, voilà, qu'on puisse collaborer ensemble. Euh, je suis littéralement débordé et bombardé de demandes de Caucasiens venant au MMA Factory. Et, et, et c'est très important de stopper cette arrivée déjà parce que ça sert à rien de prendre 15 000 personnes si tu n'es pas capable de les entraîner et de les placer. Donc, du coup, je fais très attention à ce qu'on a comme limite de compétences. Aujourd'hui, le management factoriel a une certaine limite en termes on a une dizaine de personnes qui travaillent avec 3 personnes qui travaillent visiblement et puis il y a 7 personnes dans l'homme qu'on ne connaît pas mais qui travaillent activement pour le management factory. On a une vingtaine de coachs qui travaillent, mais cependant, il y a une certaine limite à pouvoir t'occuper correctement des personnes. Quand j'ai Nasruddin qui est aujourd'hui là à Vegas et que je ne suis pas là, ça me fait chier parce que enfin, peut-être c'est certainement pas vrai, mais j'ai toujours l'impression que si je suis là, je vais donner quelque chose de plus parce que j'y tiens, parce que je regarde, parce que j'observe, parce que mine de rien, le métier, ça te donne de l'expertise quand tu as fait ça plusieurs fois. Et heureusement, on est bien entouré, on a des contacts, dont là, il a un coach qui est sur place, qui vit à Denver, dans le Colorado, qui est un Russe qui parle parfaitement anglais et qui travaille avec nous, qui est parti le rejoindre à Vegas. Et ensuite, il y a Rizvan, un autre coach qui lui venait coacher quelqu'un pour la semaine prochaine sur l'UFC, qu'on a aussi mis dans le corner pour qu'il puisse être à la fois russophone et anglophone. Donc, il est bien entouré. On a fait ce qu'il fallait pour qu'il soit entouré. Mais quand même, ça me gêne parce que si j'y vais, je ne démarre pas le camp d'entraînement de Gadzi, qui va combattre le 26. Donc, de la même manière que j'ai fait le camp d'entraînement de Nasruddinov et qu'il est parti, j'aimerais faire le camp d'entraînement de Gadzi, qu'il aille se combattre. J'aimerais maintenir le camp d'entraînement de Nasruddin et maintenir et démarrer le camp d'entraînement de Cyril Gann. Donc, si on en fait trop, même si j'ai de la très bonne délégation et que j'ai des gens qui travaillent très bien, faut pas non plus perdre la qualité de travail faut pas prendre le volume au détriment de la qualité de travail. Donc, ça fait que ce matin, j'ai reçu une liste de 9 personnes du Caucase, des tueurs, des 22-0, des 19-1, des 17. Je sais pas quoi en faire. En gros, c'est simple. En termes de matchmaking, les organisations comme les Européens comme le Cage Warrior n'en veulent pas parce que ça tue le game. Ils arrivent, ils ont des réseaux sociaux pas très forts parce qu'ils ne communiquent pas assez et ils vont tabasser les mecs qui sont censés rentrer à l'UFC.
sur le game alors qu'il y a des gars qui vendent la place à Liverpool, qui vendent des places à Londres, non, c'est mort. La même chose en Allemagne. La même chose au Brève, c'est pareil. Le Brève, ils ont quelques gars qui placés, ils ont l'équipe des Khabib qui collaborent avec eux, qui sont placés. Et donc, enfin, c'est archi compliqué de placer. L'UFC aujourd'hui, pour placer un mec, les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Pour placer un Russe ou un Caucasien sur l'UFC en ce moment, c'est une gymnastique. C'est l'exercice le plus dur qui m'était donné de faire. C'est-à-dire que réussir à placer Gadzhi et Nasruddin, ça a été quelque chose de épuisant. C'est simple. Pour pouvoir entrer aux États-Unis et aller combattre aux États-Unis, il faut ce qu'on appelle le P1 visa, donc un visa de travail. Le visa de travail, pour le faire, c'est archi compliqué. Donc, nous, on le fait nous-mêmes par notre avocat du Management Factory qui est aux États-Unis et qui va travailler dessus pour pouvoir anticiper sur certains visas. Mais du coup, quand ils sont caucasiens, l'UFC n'en veut pas parce que c'est très compliqué de les sortir. C'est-à-dire que sur le combat entre Cyril Gane et Volkov, pour que Volkov puisse entrer aux États-Unis et qu'on puisse lui faire son visa, il a dû aller au Kyrgyzstan faire le visa. Parce que Moscou était fermé, Moscou a refusé, et il a fallu qu'il sorte et qu'il aille dans un pays voisin. Ensuite, quand nous, on a appris ça, Nasrudinov, qui était sur place et qui en avait marre d'être sur place, voulait aller retrouver sa famille au Daghestan, notamment sa femme qui attendait un bébé. Il est rentré au Daghestan dans l'espoir que les attorneys, les avocats de l'UFC puissent instruire son dossier et lui prendre un rendez-vous pour l'interview de visa à Moscou ou alors au Kyrgyzstan, au Daghestan, ou enfin à un pays frontalier, je ne sais plus, l'un des pays du bloc des Balkans, qui pourrait l'accepter comme invité pour prendre le visa. Il arrive sur place, il fait une semaine et là, j'ai la réponse de l'UFC qui me dit il faut absolument que Nassourdinov revienne sur Paris parce qu'au Daghestan, en Russie, à Moscou, il n'aura pas de visa. Les motifs impérieux ne marchent pas, ils ont tout fermé, ils ont tout bloqué. Le Kyrgyzstan dit si tu n'as pas fait un mois au Kyrgyzstan, tu n'as pas le droit d'être prioritaire sur les personnes qui iront à l'ambassade parce qu'ils ont un petit ambassade. Donc, du coup, on le fait revenir à Paris. On fait des dossiers administratifs incroyables pour justifier le fait qu'il doit s'entraîner ici et que c'est important qu'il s'entraîne ici. Et quand il a fait plus de 10 jours sur le territoire français, à ce moment-là, et seulement à ce moment, on va demander un rendez-vous à l'ambassade. L'ambassade va donner rendez-vous en 2022, fin 2022 pour lui. C'est un visa, c'est un rendez-vous normal. Ensuite, on va demander à Homeland Security, une partie de la Maison Blanche, qui va envoyer un waiver. Et le waiver arrive et c'est le waiver là qui donne l'autorisation à un athlète qui vit sur le territoire français de pouvoir aller aux États-Unis. Et à ce moment-là, avec le waiver, tu peux accélérer ton visa et tu réécris à l'ambassade. C'est un attorney qui doit le faire, un avocat qui va réécrire à l'ambassade pour dire, OK, on m'a donné un rendez-vous pour décembre 2022, mais vu l'urgence du fait que je vais combattre tel jour dans la société UFC, machin, j'ai besoin de venir à l'ambassade maintenant pour mon visa. Et à ce moment, il va aller à l'ambassade, il va faire son visa. On va attendre encore une semaine et ensuite, il va récupérer son passeport et il va pouvoir voyager pour les États-Unis. C'est la croix et la bannière. C'est une tannée incroyable. Donc, le même système vient de commencer pour Gadzhi. On a commencé encore le même protocole, la même chose. Waiver, ensuite, tout le même système. Donc, c'est très, très énergivore. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est pour ça que même si ils sont physiquement très solides, même s'ils sont
l'avenir proche, l'avenir immédiat, faut, faut prendre ce qu'il y a moyen de prendre comme boulot. Sinon, tu es noyé et tu ne peux plus rien faire. Donc Hmm. voilà, là, on limite vraiment les sélections sur qui on peut prendre pour aller du côté des États-Unis aller combattre. Et puis vivement le retour en ce moment, on met beaucoup d'investissements de l'autre côté du retour de Fight Island parce que ça fluidifie un peu plus. Parce que c'est ça l'intérêt d'avoir un réservoir. Aujourd'hui, on a un bon réservoir euh, qui dépasse la quarantaine de Caucasiens de très bon niveau. C'est-à-dire que ceux qu'on manage qui sont ici, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Russie, on en a une quarantaine. Et en gros, pour nous, le seul espoir de fluidifier la circulation, c'est avec Abu Dhabi. Parce que quand il y a des Hmm. combats sur Fight Island, il n'y a pas besoin de visa pour y aller. Et donc, du coup, pour eux, c'est plutôt facile. Voilà, vous connaissez toute l'histoire désormais. Bien, on va passer aux questions et on espère avoir des réponses de Fernand Lopez. Parce que bon, c'est un petit peu compliqué d'avoir des Caucasiens à l'UFC, mais peut-être pas dans une autre organisation. Parce que donc c'est Mister Fog Pigeon qui nous pose la question. Hello King Energy, des nouvelles possibles d'Ares 2 en décembre. Prévente, lieu de l'événement, etc. Merci à vous pour tout ce travail de qualité. Alors, Euh, oui, il y aura des Caucasiens sur Arès. Mais encore une fois de plus, une FAT4 n'a que 24 places par événement maxi. En général, on prévoit 24 places, mais ça tombe à 20 places parce qu'on prévoit 12 combats et finalement on arrive à 10 combats quand il y a eu 2 combats qui ont sauté. En général, les restrictions de voyage, la maladie, les accidents vont nous amener à vont nous faire sauter 2 combats et on se retrouve en général sur 10 combats, voire 9 combats. Quand tu n'as que 18 personnes sur une fight card et que tu sais que tu as un maximum de roster qui a besoin de combattre, des personnes qui sont là, qui ont signé avec Arès depuis très longtemps et qui doivent combattre, le turnover devient très serré. Donc, il n'y a pas non plus 15 000 places à prendre dessus, mais le parcours le parcours. On sait aujourd'hui qu'on est beaucoup sollicité sur Arès parce que les gens ont compris que c'était en France l'antichambre de l'UFC. On sait que le combat de Nassourdine à Suarez a été très déterminant pour son entrée à l'UFC. On sait que le combat de Josh Parisian a été déterminant pour l'UFC. On sait qu'aujourd'hui, Max de Brito a signé à l'UFC également. Donc, nos rapports avec l'UFC sont au top. Euh, les télévisions qui seront en compte pour décembre sont encore beaucoup plus intéressants pour l'UFC, de façon à ce qu'on ait encore plus de personnes qui passent de là vers l'UFC. Donc, on est quand même pas mal attiré, on attire pas mal de jeunes qui savent que il y a de la qualité. En général, les habits qui habitent sur l'UFC, sur Arès sont des habits de l'UFC. C'est Matt Goda qui compte. La dernière équipe qui habiterait sur l'UFC, c'est Matt Goda qui a composé toute l'équipe. C'est lui qui est le chef dessus, les juges, tout le monde. Voilà quoi. On sait que sur Arès, il y a un vrai solide contrôle antidopage. Donc ça apporte du crédit. On sait que celui qui combat sur Arès, et tous ces éléments font que l'UFC est intéressé à pousser et à nous aider dessus. Bon, voilà. Il y aura des Caucasiens sur Arès. Je ne pense pas qu'il y en aura des tonnes, probablement 2, peut-être 3 grands maxi. Mais il y a beaucoup de places françaises. Il y a beaucoup de Français sur la FAL4. on veut Euh, des noms. On veut des noms. euh, des noms. En gros, on sait aujourd'hui que Rislen est sur la prochaine FAT4. On sait que si Taylor Lapillus ne passe pas à l'UFC d'ici décembre, il est sur la FAT4.
On sait aujourd'hui que qui d'autre? Quel nom je peux vous donner? On sait que un Caucasien qui est sur la FAT4, c'est Ahmed Salamov. Les autres noms, je peux pas les citer comme ça parce que il faut que ça fasse l'effet de surprise. Parce que Mhm. ce sont des très beaux noms. Pas que cela ne soit pas beau, mais on a quatre noms qui sont des noms étrangers, des gros noms étrangers qui sont sur la FAT4. Donc, on va les garder sous le coude et vous faire une belle annonce bientôt. Mais en tout cas, Arès place des personnes qui sont susceptibles de construire une histoire. Quand un gars passe sur Arès, ça veut dire qu'on estime que cette personne, quel que soit son palmarès, même si elle est à 0-0, pourrait devenir un sous-champion de l'UFC. Et là, la dernière fois, t'avais parlé justement d'un format trilogie. Est-ce que c'est toujours d'actualité? T'avais parlé de potentiel pay-per-view. Est-ce que c'est toujours d'actualité aussi? PPV sur à trilogie sur le début d'année 2022, dont l'événement qui arrive en février, on va pouvoir commencer à penser aux trilogies. Mais sur le premier événement, le premier retour qu'on fait là en décembre, ce sera un événement unique. Et là, au niveau du positionnement, on va dire, la volonté, c'est quoi? C'est d'être vraiment une espèce de pépite grandeur nature de l'UFC où il y a tous les espoirs de demain qui vont combattre à Arès, où il y a aussi une part un petit peu de, on va dire, de champions déjà établis, où c'est vraiment pour les prospects. C'est pour les prospects essentiellement. Et ensuite, il va avoir toujours en tête d'affiche quelque chose qui peut attirer la télévision. Donc, on est obligé en tête d'affiche de mettre des personnes qui ont déjà une certaine notoriété pour venir attirer. Et puis, en cœur de carte, au milieu des cartes, on va mettre des personnes qui sont le futur, qui vont faire qu'on puisse raconter une histoire sur Arès. C'est très intéressant de pouvoir raconter une histoire sur ces personnes qui sont passées par Arès et qui sont devenues incontournables dans le monde du MMA pour une certaine période. Ok. Bien. On va avancer. Maintenant, dernière question. Bonjour Fernand, je m'intéresse énormément à la préparation mentale pour les athlètes et les sportifs de haut niveau. J'aimerais m'orienter vers ça, notamment dans le monde du MMA que j'apprécie particulièrement. Que penses-tu de la place des préparateurs mentaux et de la préparation mentale dans le sport de haut niveau et surtout dans le MMA? Incontournable, de manière simple, incontournable. Aujourd'hui, les athlètes, je ne les prépare même pas parce qu'ils ont des grosses échéances. C'est-à-dire que les mecs qui signent au MMA Factory, n'hésitez pas tout de suite, je le dis, parce qu'il y a certains qui ont signé, mais qui n'ont pas encore de préparateur mental, parce qu'ils ne le savent pas ou parce qu'ils ne le désirent pas, mais n'hésitez pas tout de suite à construire votre mental. De la même manière que vous vous entraînez musculairement pour la prophylaxie, pour la prévention des blessures, de la même manière, je vous conseille fortement de renforcer votre cerveau avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'au moment où les émotions arrivent et vous envahissent et vous font perdre la main, c'est trop tard. Mais vous êtes un être humain, ça peut arriver. Donc, euh, je recommande qu'aussitôt qu'on passe sur le haut niveau, comme on a, allez regarder l'avant-dernier épisode King and the G où on parle de la construction de carrière de 4 ans à 44 ans. Vous allez remarquer qu'on vous parle là-dessus à partir de 20 ans, on peut commencer à faire de la préparation mentale. Pas, pas avant de manière très accrue. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand j'ai des jeunes ados de 15 ans, de 16 ans, je vais leur donner des conseils, je vais donner de la même manière que quand j'ai 11 ans, je fais de l'éducation pour l'entraînement de force, avec de la force au poids du corps, avec des pompes, avec des squats, avec la barre de balai qui est vide pour que je donne de l'éducation sur la théophilie, de la même manière que quand je parle de préparation mentale, un ado, je ne vais pas le surcharger tout de suite avec des problèmes de préparation mentale, des points d'ancrage positifs et des points d'ancrage négatifs. Je vais juste lui donner des consignes assez brèves qui pourront l'aider à se canaliser. S'il est très
tempéré, très énervé, je vais essayer de le canaliser pour que ça redescende à lui, apportant des paroles assez simples, assez calmes. S'il est très calme, je vais essayer de le rebooster, l'exciter un peu plus, mais je ne vais pas lui donner une grosse préparation mentale avec des séances de préparation mentale. Et donc, quand je passe sur le haut niveau, c'est le moment de le faire. Attachez-vous, approchez-vous d'un préparateur mental et c'est primordial. C'est ça. L'accident arrive sans prévenir. C'est primordial. Un jour, vous vous retrouvez face à un adversaire et vous êtes incapable d'envoyer un coup. Et vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive pas, je peux pas pousser, j'arrive pas, je peux pas. Et voilà. Et donc, c'est en amont qu'il faut travailler dessus. C'est en amont qu'il faut détecter ce qui se passe. S'il y a quelque chose qui se passe, des gars comme Uriah Hall pensaient qu'il n'avait pas de problème jusqu'à ce qu'ils entrent à l'UFC, jusqu'à ce qu'ils gagnent et qu'ils choquent Dana White. Et puis un jour, c'est devenu un parcours en dents de scie. Un coup il gagne, un coup il perd, un coup il gagne. Et il le dit, je n'arrive pas à m'aider, je n'arrive pas à m'aider, je suis perdu. Il y a des moments où je suis dans le vide complet, je n'arrive pas à performer. Et puis l'autre fois où je ne pense pas, je viens, je performe. Khalil rentré à l'UFC. Récemment, il a fait une performance de dingue. Mais Khalil, quand on lui pose la question à l'interview, alors comment tu te sens? Comment? Et tu sens qu'il est fragile. Il dit, je suis arrivé avec l'intention de juste ne pas penser combattre. Parce que j'en ai marre de penser. Dès que je pense, je me fatigue le cerveau tout seul. Je me fais des nœuds et je ne m'en sors pas. Donc, oui, prépondérant, capital, important de faire de la préparation mentale pour le haut niveau. Et t'as déjà été témoin, toi, justement, d'un athlète qui n'avait pas de préparation mentale et ensuite qu'on a eu et où la différence a été colossale. Francis Ngannou. Et donc, il n'y a pas eu de préparation jusqu'à... Francis Ngannou a systématiquement refusé la préparation mentale. Tout le parcours qu'on a fait ensemble, c'était ridicule pour lui, la préparation mentale. Il en rigolait. Je m'appelle d'une scène où Embedded de l'UFC était venu à Paris pour filmer. Donc, ils disent qu'ils veulent filmer une partie de préparation physique, une partie de préparation d'entraînement avec patte d'ours, une partie de préparation sparring et une partie éventuellement de préparation mentale si vous en avez. Donc, du coup, on prévoit ça et donc, il y a le préparateur mental du MMA Factory, l'un des préparateurs mentaux du MMA Factory, Benjamin, qui était là et qui dit, bon, euh, on va parler tout à l'heure de, comme il a deux fonctions, Benjamin Barou, et l'une de ses fonctions, c'est professeur d'anglais, parce qu'il a bossé pour l'UFC pendant des années et qu'il sait enseigner l'anglais pour le combat. L'autre fonction, c'est la préparation mentale. Et donc, effectivement, il n'avait pas encore fait de séances de préparation mentale avec Francis. Mais je me suis dit, comme il y avait la télévision, j'allais peut-être pousser Francis à faire de la préparation mentale, à discuter avec lui. Et à la fin, je lui dis, alors ça s'est bien passé. Il me dit, mais non. Il m'a dit, c'est mort. On ne va pas me filmer en train de faire de la préparation mentale. Ils ont parlé anglais. Ils ont parlé d'autres choses. Ils ont parlé philosophie. Mais voilà, il a vraiment refusé. Il n'a pas aimé ça alors que, en comparaison chez les poids lourds, quand c'est arrivé dès les premiers entraînements, je lui ai mis un préparateur mental et tout de suite, c'était OK, let's go, allons-y. Et puis s'adapter avec lui, ils ont continué à travailler dessus. Donc, je profite d'ailleurs pour saluer le préparateur mental à qui on le donne pas souvent assez de force, c'est Ousmane, un ancien de l'INSEP en taekwondo qui s'est formé en préparation mentale, qui est devenu un bon. Donc, merci Ousmane pour les services rendus. En gros, à la suite de la deuxième défaite à l'UFC de Francis, donc après Derrick Lewis, quand il froze et qu'il n'arrive pas à combattre du tout, quand il revient à Paris pour discuter avec moi,
comment éventuellement l'entraîner, parce que du coup, il devait aller en Chine pour affronter Curtis Blade. C'était le bon plan de l'UFC pour le dégager. À ce moment, il pose la question à Tino Martin Otto, en disant, tu m'as parlé d'un psychologue à l'INSEP et tout qui peut m'aider. Est-ce que tu peux me trouver le contact et tout? Et donc, Tino va venir me demander, est-ce que tu n'as pas mieux que le gars de l'INSEP qui est un psychologue et est-ce que tu n'as pas un coach mental? Bref, c'est à partir de ce moment que Francis commence à avoir un psychologue et un préparateur mental. Je ne sais pas quantifier combien de fois ça a aidé. Toujours est-il que on a fait un combat magnifique en Chine. Il a gagné Curtis Blade très rapidement. Et à la suite de ça, je ne sais pas s'il le fait toujours ou pas, mais en tout cas, les déclarations de Kamaru Usman et de son coach prouvent que l'aspect émotionnel était très important, dans le sens où les consignes principales qu'a données Ousmane Kamaru étaient calme-toi, concentre-toi, reste calme. Les consignes que le coach disait a plus évoqué, étaient plus de l'ordre émotionnel. Donc, oui, j'ai beaucoup d'élèves qui sont réfractaires à la préparation mentale. Heureusement, ce n'est pas la majorité, mais beaucoup d'élèves qui en sont réfractaires et c'est dommage. Alors que c'est extrêmement important, comme vous l'avez vu, désormais. Bien, mon cher Fernand, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve... Non. Ben si, déjà, c'est terminé pour King Energy. On se retrouve la semaine prochaine avec, je l'espère, en tout cas, toujours des questions aussi pertinentes. Ça se passe dans l'espace commentaire. Donc King Energy est disponible sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. On nous pose encore chaque semaine la question. Donc ce n'est pas sur la sueur, c'est sur King Energy directement. Vous tapez King Energy sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, et vous retrouverez toutes les émissions directement disponibles sur votre portable ou là où vous écoutez vos podcasts, voilà. Donc Fernand, on se dit à la semaine prochaine, puis voilà. Salut les gars, merci beaucoup. N'oubliez pas, un pouce bleu, un clic, des abonnements. Ça ne mange pas de pain, c'est super rapide, ça va prendre 2 secondes, 2 petites secondes et vous avez de bons contenus. Let's go.